Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous parler de Roland Garros. Et comme d'habitude, je suis avec Carlito pour faire un petit avant-tournoi. Voilà, on va vous décortiquer un peu nos analyses et tout. Comment tu vas, Carlito? Comme tous les ans. Et encore plus cette année après le Roland-Garros un peu maussade de l'année dernière. Ouais, c'est vrai que bon, un Roland Garros qui a vraiment été organisé vraiment pour dire qu'on l'a fait plutôt qu'un vrai tournoi à mon sens. En tout cas, en plus, bon là, il va y avoir un peu de supporters, donc c'est un peu le début. On commence à remonter Précieux. la pente, et donc ça fait plaisir. Bah écoute, on va faire un petit rappel déjà, donc qui ne vient pas, déjà qui est absent. Shapovalov qui a fait forfait il y a peu, qui est blessé. Et sinon, bah, c'est toujours un peu les mêmes. Vavrika, Čurić, Kyrgios, Pospisil. Bon, après Edmund, Balázs aussi qui sont absents. Bon, c'est des joueurs bien sûr qui sont pas Edmund, favoris ni rien, mais Edmund qu'on n'a pas vu depuis 2006 quand même. ouais, Mais bah, presque, on ouais. va dire que le seul un peu notable, c'est quand même Shapovalov Oui, qu'on attendait, et qui s'attendait un peu même lui-même enfin pouvoir éventuellement faire un bon parcours à Roland-Garros, qui a enfin sorti de bonnes performances sur terre battue, presque quand on ne l'attendait plus. Mais c'est vraiment plaisir à voir. Et c'est vraiment sa blessure à l'épaule qui lui coupe un peu l'herbe sous le pied, c'est assez frustrant. Mais effectivement. c'est le- Et du coup, on va aller sur le tableau et la première chose qu'on peut dire qui nous frappe vraiment, c'est que un peu vraiment beaucoup déséquilibré, on va dire ça comme ça, hein, avec une partie haute où on se retrouve avec Djokovic et Rafa Et Federer quand même, parce que et même s'il n'a pas Roger, les même mêmes si ambitions, c'est quand même c'est la oui, première fois depuis jamais que le Big Three, Djokovic, Federer et Nadal se retrouvent ensemble dans une moitié de tableau en Grand Chelem. ouais, comme tu dis, Roger, c'est pas les mêmes ambitions, mais bon, le fait qu'il y ait les trois noms dans la même partie, c'est vrai que ça choque plutôt. Et On en parlera de son tableau. une partie basse qui est complètement ouverte, où on a Medvedev qui est tête de série 2, mais bon, évidemment, on connaît son amour pour la terre battue et le fait que il a sûrement pas de grandes ambitions pour ce tournoi. Après, on a du Zverev et du Team, mais bon, c'est encore toujours un peu timide en Grand Chelem, quoi. Donc c'est sûr que c'est complètement déséquilibré. J'avais vu un tweet qui parlait du nombre de Grands Chelems entre la partie haute et la partie basse, et du coup, bah évidemment, on se retrouve avec une différence énorme, puisque la partie basse, il me semble qu'elle n'a qu'un un seul Grand Chelem avec celui de Team gagné récemment. C'est ça. Donc, Bah, de toute oui, façon, forcément, une fois que tu as ces trois-là. ouais, c'est sûr. Mais je trouve que justement, pour parler un peu de ce déséquilibre, je trouve que ça rajoute encore quelque. Enfin, le fait que du coup, ils soient tous les trois dans le moitié tableau, je trouve que finalement, genre, ça va rendre le défi pour celui. Parce que en partant du principe que c'est assez vraisemblable que le finaliste de la partie haute soit Djokovic ou Nadal, probablement Nadal. Moi, je trouve que ça rend le défi pour celui qui arrivera en face encore plus grand parce que, évidemment, on sait à quel point c'est difficile de les battre tous les trois et encore plus tous les deux maintenant en Grand Chelem. Et encore plus, ils sont encore plus injouables en finale de Grand Chelem et encore plus en finale de Roland Garros pour un certain Espagnol. Et que voilà, enfin, et même il y avait pas mal de gens qui en parlaient avant le tournoi, et notamment des fans de Djokovic qui disaient qu'ils espéraient justement que Djokovic tombe dans la moitié de tableau de Rafael Nadal parce qu'il avait plus de chances de le battre dans une hypothétique demi-finale qu'en finale. Et je suis assez d'accord avec ça finalement. Et que voilà, finalement, le joueur qui va arriver en face aura une tâche encore plus immense pour essayer de déloger Rafa. Oui, c'est ça. De toute façon, à chaque fois qu'on analyse un tableau de Roland-Garros, et on cherche qui peut battre Rafa. Effectivement, le plus crédible, en tout cas, c'est Novak, et ce sera pas en finale cette année, donc. Et c'est vrai que bah déjà ça peut promettre éventuellement une finale un peu inédite. Bon, sauf si c'est team évidemment, mais à part ça, c'est vrai que on va tomber sur des choses assez surprenantes, ça c'est déjà sûr. Bon, après, faut pas oublier Roublev aussi dans la partie qui peut être dangereux aussi, même s'il a un peu plus de mal sur terre, mais bon, c'est toujours un gros joueur. Dont on attend qu'il casse enfin son plafond de verre en Grand Chelem, à savoir les quarts de finale. Mais comme son quart Ouais, de finale cette année, c'est Nadal. Bon, c'est jamais, hein, il l'a battu à Monte-Carlo, mais c'est quand même pas la même chose, c'est quand même pas la même histoire. effectivement. Et donc, bon, je pense que c'est quasi évident de dire que le vainqueur se trouvera probablement dans la partie haute. Alors,
Pas forcément, justement. Parce que enfin, je voulais en parler éventuellement parce que du coup, bah, enfin, on avait dit qu'on parlerait aussi un peu des gagnants et des perdants du tirage au sort. Ouais. Donc je pense que autant en parler maintenant parce que finalement, genre ça. Enfin voilà. Et oui, et donc du coup, parmi un de ceux que j'aurais mis parmi les gagnants du tirage au sort, justement, bah, c'est Tsitsipas en fait. Pas parce que du coup, il a une partie de tableau entre guillemets dégagée avec bah, du coup le quart de tableau sur le papier le plus faible de ce tournoi, mais aussi parce que Tsitsipas, c'est quand même un joueur qui est, qui fait partie des, en tout cas parmi la jeune génération, qui est le plus transcendé par plus le défi est grand, plus il est transcendé. Et je trouve que justement, c'est en ça qu'il est encore plus impressionnant par rapport à d'autres, enfin par rapport à par exemple même un Zverev ou un Thiem, c'est que justement lui, il aura pas la pression, c'est-à-dire que plus le défi sera grand, plus il sera galvanisé finalement et plus il jouera mieux. Et donc cette perspective un peu donc d'avoir le tableau qui lui permet d'affronter un des plus grands défis possibles de ce sport, c'est-à-dire Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, je pense que finalement c'est presque ce qu'il pouvait espérer de mieux pour lui, pour en tout cas pour sa manière de fonctionner. Je sais pas si tu vois, enfin, moi, je pense presque que Tsitsipas a plus, enfin, sera encore plus, presque plus de chances de battre. C'est le seul parmi les têtes de série qui aurait plus de chances de battre Nadal en finale peut-être. Bah, moi j'ai toujours pensé que avoir un tableau facile et se taper un gros difficile en finale, c'est toujours un peu perturbant. Et je pense que ça rend pas forcément service parfois d'avoir un tableau facile et après d'arriver en finale et d'être C'est vrai. vraiment frappé par la différence de niveau en fait. Et comme tu l'as dit avant, Rafa en finale, voilà, c'est quasi injouable. Donc le défi est grand Oui, c'est pour vrai. lui Bah quand alors, même au final. après, bon, alors on n'en sait encore pas grand-chose, mais c'est vrai qu'il y a des antécédents de ça. Alors, même pour Tsitsipas, qui même dans des grands chelems, un peu par le passé, a eu des premiers tours très très faciles. Et finalement, c'est un peu avec beaucoup de mal dès que la pente s'est un peu élevée. Par exemple, l'Open d'Australie 2019, où justement, il a des premiers tours très très faciles, où il éparpille à peu près tout le monde, et tombe en 3-7 sur Raonic, qui pourtant n'était pas injouable, tu vois. Et puis même pas que lui, hein, même on se souvient de Nadal, bah, de ce même tournoi-là d'ailleurs, il me semble. Non, non, pardon, ce Tsitsipas contre Raonic, c'était en 2020, mais le Nadal de l'Open d'Australie 2019 qui, écrase tout le monde sur son passage jusqu'à la finale contre Djokovic, qui se passe un peu moins bien. Donc c'est vrai que enfin, tu raison de souligner ça parce que ça fait pas c'est un des écueils principaux. Ouais, et puis sinon, bah, au niveau des qualifiés, j'ai quand même été assez surpris de l'identité des qualifiés, à part Alcaraz, qui, je pense, tout le monde le voyait se qualifier. Mais quand même assez surpris de certains noms de qualifiés. Et sinon, je pense que, bon, évidemment, il y en a un qui s'est pris Roger. Comme d'habitude, c'est toujours un peu inégal, hein. Il y a des tours plus faciles que d'autres hein, pour les qualifier. Bon, c'est la loterie. Bah, ça, c'est toujours comme ça, hein. C'est comme chez les filles, ils prennent une des meilleures qualifiées, prend le tirage le plus difficile avec Konju contre Sabalenka. Et Comme sinon, ça, toi, malheureusement. Carlito, tu m'avais dit que tu avais beaucoup regardé les qualifs. Donc, est-ce que tu y a des joueurs qui t'ont impressionné durant ce... ou même déçu, hein, qui Bah, on va t'ont... dire que parmi les joueurs, enfin, parmi en tout cas ceux qui arrivent au tableau principal qui m'ont le plus impressionné, bon, bah, obligé de faire mention du parcours sans faute d'Alcaraz qui, quand même, qui a l'air vraiment en mission cette année après son échec de l'année dernière déjà en qualif. Et bah, on peut parler de son tableau déjà, Alcaraz, finalement, qui s'en sort assez bien, je trouve. Alors pour ne pas dire de bêtises, qui du coup, il me semble, bah, du coup, joue Zapata Miralles au premier tour, qui est un premier tour finalement assez difficile quand même, parce que ça fait partie bah, des qualifiés à sortir du lot, je trouve. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, qui fait partie des qualifiés à sortir du lot, avec donc on va dire que si je devais sortir 5 qualifiés qui ont vraiment eu un très très bon niveau de jeu, donc allez, 4, Alcaraz, Mackenzie McDonald qui a été excellent, et je pense que le premier tour de qualif contre Kokinakis aurait pu vraiment être un match de grand tableau. Taberner qui a été absolument impérial aussi, même s'il a éventuellement eu des adversaires de niveau un peu plus modeste. Et Brooks By qui a eu 2 matchs très compliqués, mais qui s'en est sorti alors avec une attitude un peu toujours discutable et pas toujours très fair-play, mais qu'il faut quand même reconnaître qu'il a un peu il a ça dans le sang de savoir être excellentissime de haut mur. Il sauve 3 balles de match contre Furness aujourd'hui, sans vraiment que Furness les lui offre, hein. Il va les chercher vraiment avec ses tripes.
et qui voilà, qui vraiment est capable de sortir un très très gros tennis, même en étant bousculé et même dans des matchs compliqués. Donc je pense, voilà. Alors, Brooks-By, il y a un tirage qui fait partie des plus compliqués, puisqu'il va jouer à Karaset au premier tour, mais ça fait partie des affiches du premier tour à surveiller, puisque même si Karaset sera très favori, ça va être un gros match. Ouais. Ça peut péter dans tous les sens. Bon, en tout cas, McDonald et Taberner, pour moi, c'est un peu le même combat, entre guillemets, dans le sens où ils ont beaucoup de problèmes de blessures, et je pense qu'autrement, ça joue top 100 largement. Oui. Et bon, même McDonald, hein, il a une, Bernard, peut-être un peu moins quand même. peut-être un peu moins, mais en tout cas, McDonald avait déjà eu un bon classement, mais bon, un peu, voilà, toujours un peu les mêmes blessures qui reviennent et tout. Mais je pense que les deux sont un peu similaires dans le sens où s'ils n'avaient pas été autant blessés, ils auraient un meilleur classement. Et sinon, oui, voilà, comme tu Et dis. c'est une. Excuse-moi de te couper, mais du coup, c'est vrai que sur McDonald's, ça fait une transition parce que enfin, ça fait un peu mon deuxième grand gagnant du tirage au sort, puisque c'est un des meilleurs qualifiés qui tombe finalement dans le huitième de tableau, de loin le plus faible, avec très peu de têtes de série qui sont en forme, ou en tout cas qui sont vraiment des terriens. Puisque donc, un peu pour rappel, donc c'était le dernier huitième de finale du tableau avec donc Dimitrov, Garin, Opelka et Medvedev comme tête de série. McDonald, donc, qui a un premier tour très abordable contre Russivori, qui est jamais extrêmement à l'aise sur terre battue, et ensuite qui a un deuxième tour plus compliqué contre Garin. Mais si derrière il arrive à passer ce match très compliqué, je trouve que il a vraiment le tennis pour s'en sortir ça peut être un très gros match, hein, mais que voilà, il a vraiment largement le niveau pour prétendre à tirer son épingle du jeu dans cette partie de tableau un peu déserte. Et que je pense que voilà, s'il arrive à sortir de ce deuxième tour face à Christian Garin, derrière, il pourrait vraiment envisager presque une deuxième semaine. Enfin, en tout cas, je pense que c'est le qualifié le mieux loti et voilà, il aura une vraie carte à jouer. Ça peut être la surprise de la deuxième semaine, Mackenzie McDonald. Bon, puisqu'on est dans les pronostics, autant y rester. Je vais te proposer qu'on fasse un peu par quart. Par exemple, pour le premier quart, qui sort? Quel est le premier quart de finale pour toi? Bon, Djokovic, évidemment, et contre qui? Alors, je pourrais dire Alex de Minaur et pas Djokovic, mais même si j'aimerais beaucoup, je ne crois pas à l'instant. Oui, il faut pas déconner non Non, plus. bien sûr. Djokovic, et c'est vrai que c'est difficilement lisible. Alors, on serait tenté de sortir Berrettini quand même, Ouais, mais quand même, ouais. même si très stéréotypé. Et enfin, après, ce sont les goûts et les couleurs, hein. J'ai un peu beaucoup de mal avec le jeu de Matteo Berrettini qui me fait pas rêver, mais qu'il faut reconnaître qu'il a vraiment encore plus gagné en efficacité, et en tout cas sur terre battue avec son titre à Belgrade et sa finale à Madrid. Mais Federer a un tableau quand même. Enfin, il a un très bon tableau. Voilà, ce serait aussi, voilà, on va dire le troisième gagnant du tirage au sort, c'est Federer, parce que on ne sait pas vraiment ce qu'on peut attendre de lui. Alors, on sait que les matchs de préparation étaient, bah, comme leur nom l'indique, de la préparation, et qui ne sont pas forcément révélateurs du niveau qu'affichera Federer dans le tournoi. Il a un premier tour, allez, je ne vais pas dire cadeau, mais un premier tour de mise en jambe. Un deuxième tour contre Marin Cilic ou Arthur Hinderknecht, qui sont tous les deux un peu durs à jouer, mais qui sont ni dans la. Enfin, Cilic qui est pas franchement dans la forme de sa vie, pour pas dire plus, et Hinderknecht qui reste voilà, d'un niveau encore un peu inférieur, et en tout cas sur terre battue. Pour ensuite aller. Et ensuite, voilà, les têtes de série qu'il a dans sa partie de tableau, voilà, Taylor Fritz au troisième tour, potentiellement, ou Dominique Kopfer, qui sont très jouables. Et ensuite, donc, ce huitième de finale face à probablement Matteo Berrettini. Et quand on voit les noms qu'il y a dans le tableau, je trouve que il s'en sort très bien, et que finalement, ça peut être une manière pour lui de monter en puissance, de trouver son rythme, plutôt que d'avoir un match très compliqué très vite, qui l'empêcherait de voir un peu loin. Mais si je devais te sortir un pronostic, à contre-cœur, je mettrais un Djokovic-Berrettini. Ouais, pareil. Bon, après, je reconnais que Federer a un tableau abordable et tout, mais bon, c'est pas la grande forme et tout. Je serais même pas étonné de le voir sortir contre Fritz, mais bon, je pars comme toi sur un Ce, Djokovic-Berrettini qui serait ce- quand même le ce plus sera, logique. ce sera match après match pour Federer. Oui, De toute c'est façon, je sûr. pense qu'il est dans cet état d'esprit, et je pense que de toute façon, il faut être dans cet état d'esprit vis-à-vis de nos attentes sur Federer. Ouais, c'est Son ça. objectif affiché, c'est pas Roland Garros, hein. Voilà, Oui, ça c'est il est là sûr. parce qu'il aime énormément le tennis, et évidemment, quand il s'aligne pas pour gagner un match. Il s'aligne pour faire plus, mais voilà.
je pense que finalement, c'est une bonne chose. On peut avoir de bonnes surprises avec Federer, alors que tout le monde le voyait sortir en Ouais. première semaine après ses défaites contre Andorra, ce qui n'est pas une bonne analyse pour moi. Et sinon, bah écoute, on passe au deuxième quart. Je pense que là aussi, il y a quand même pas tant de doutes que ça là-dessus pour dire que ce sera un Nadal-Rublev. Alors, Attention peut-être à, je serais pas si, attention peut-être à Karatsev, en plus dans un petit affrontement 100% russe, peut-être, avec Rublev. je serais pas si catégorique que toi quand même sur, alors, Nadal bien sûr, mais je serais pas forcément si catégorique que toi sur ça parce que c'est le quart de tableau, c'est le quart de tableau pour moi le plus dense, avec donc comme tête de série, donc pour rappeler donc Nadal, Sonego, Sinner, Gaël Monfils, Diego Schwartzmann, Karatsev, Basilashvili et Rublev, qui est quand même, en dépit des formes des uns et des autres, du lourd. Et alors, admettons que donc, si on veut parler d'une affiche de quart de finale, il faudrait plutôt du coup regarder dans la deuxième moitié de cette partie de tableau, donc avec Karatsev, Basilashvili, Rublev et Schwartzmann. Et Alcaraz, qu'il faut quand même pas oublier, parce que Carlos Alcaraz est tombé dans cette moitié de tableau-là. Diego Schwartzmann, et voilà, il donne l'impression vraiment d'avoir complètement perdu son tennis et sa confiance. Et a probablement le premier tour le plus modeste qu'on pouvait espérer contre Yen-Sun Lu, qui a 37 ans ou 38 ans, qui joue avec son Protect Ranking depuis quelques mois, qui n'a voilà, qui n'a plus le niveau. Et hop, pardon. Et donc voilà, et donc il se retrouve encore avec Karatsev, avec son bourreau de l'Open d'Australie, qui, je vais pas dire a déçu, parce que évidemment, après son parcours, on s'attendait à monts et merveilles de la part de Karatsev, mais qui a quand même été très bon, mais qui a pas forcément eu de très très bons résultats sur la saison de terre battue, à part sa finale à Belgrade et sa victoire en plus de 3 heures contre Djokovic. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Même il y a beaucoup d'affiches intéressantes potentielles dans cette partie de tableau-là, même le Karatsev Rooksby dont je parlais au premier tour, et pour ensuite tomber potentiellement sur Schwartzmann, une revanche. Et voilà, enfin, je sais pas si tu vois plus un Karatsev ou un Rublev Non, Rublev quand même, hein. Je pense que Karatsev et la terre, sur c'est Rublev. pas, J'aimerais c'est pas beaucoup, un niveau quart de finale. j'aimerais beaucoup que Basilashvili nous sorte un gros tournoi, parce que en dépit du personnage que c'est, quand même, qu'est-ce que c'est beau comme tennis quand il est à son meilleur niveau, qu'il a pu nous montrer ces dernières semaines à Munich, à Dubaï, ou même sur d'autres matchs. Ah, Basilashvili, sur Alcaraz, 5-7, c'est potentiellement au deuxième compliqué quand tour. même, hein. Sur Effectivement, 5-7, sur c'est 5-7, ça c'est compliqué, compliqué. Bah, Basilashvili. voilà, je suis assez d'accord. Moi, le premier tour contre Lajovic peut être très intéressant, parce que de toute façon, c'est de gros points d'interrogation. Lajovic fait partie des joueurs avec le niveau le plus hétérogène d'un tournoi à l'autre, en tout cas sur terre battue. Et voilà, enfin, j'aimerais beaucoup, enfin, ça fait partie, on va dire, des affiches que je veux voir, hein. Basilashvili, Alcaraz au deuxième tour, Ouais, effectivement. une explosion de saveur pour ensuite aller jouer Rublev. Et voilà, je suis un peu incapable de donner un pronostic. Bon, en tout cas, moi, je mets Rublev-Nadal sans trop de doute, en tout cas. Oui, bah, c'est l'affiche la plus plausible, on va Ouais. dire. Mais ouais, voilà, sur cette partie-là, je veux vraiment voir ce que ça peut donner. Avec une petite mention pour mon chouchou Verdasco, qui a un premier tour assez jouable. Un match Old Generation contre Effectivement, Paul ouais. Schreiber, Donc, le qui troisième j'espère pourra quart, gagner. je pense que là, pareil, il y a quand même pas tellement de doute sur l'identité des quarts de finalistes, à moins que tu aies une opposition. Bah, vas-y, Bah donne. écoute, moi je pars sur un Team Zverev tout simplement. Il n'y a pas vraiment de. Bon, t'as Casper Ruud qui effectivement peut faire comme quelque chose, ça c'est sûr. Tu crois pas en Fonini? Mais non, pas Fonini, non, clairement pas. Impossible. Je sais pas. C'est la partie de tableau, enfin, c'est très ouvert, parce que là aussi, encore beaucoup de points d'interrogation sur cette partie de tableau-là. Un team qui semble complètement hors sujet et qui fait partie pour moi, bah, comme je parlais des gagnants du tirage au sort tout à l'heure, bah, maintenant on va parler des perdants du tirage au sort. Donc avec un team qui a un tableau très compliqué pour un joueur qui est aussi peu en confiance. Andorra à qui il est censé être supérieur, mais qui voilà, c'est pas Yann Sunlu quoi, de jouer non plus Andorra au premier tour. Puis ensuite, donc un hypothétique
troisième tour contre le toujours aussi spectaculaire et imprévisible Fognini. Comment dire? Je pense que c'est un peu comme Monte Carlo, les conditions dans lesquelles Fognini peut s'illustrer. Autant dans un Roland-Garros, version, maussade automnale, huis clos et terre lourde, c'est plus compliqué de le voir comme ça. Autant vraiment, enfin, c'est aussi quoi, enfin, ça fait un peu écho à ce que je te disais par rapport à mon excitation particulière, au début de ce tournoi en début de vidéo. Que voilà, c'est les tournois, sur terre battue, en plein été, avec un beau temps, on espère pendant la quinzaine, avec enfin le retour du public. Voilà, s'il y a des conditions dans lesquelles Fognini peut être très bon, c'est dans celles-là. Ça motive, enfin, en tout cas, dans lesquelles il peut être motivé. Et voilà, moi, j'ai vraiment très envie de le voir sortir de cette petite partie de tableau-là, pour éventuellement avoir une revanche contre Casper Ruud. Bon, après, Fonini, Voilà, parce si je peux te couper, ça a quand même pas été. Il a pas, quand même pas sorti une très grande saison sur Terre, hein. Il commence par Mouniar où il prend 6-2, 6-1 à Marbella. Ensuite, à Monte Carlo où il avait quand même un oui, mais titre à bon, c'est défendre. ça, faut Il sort en Fognini à quart. 250, on peut pas non plus. Non, mais vraiment, après Ça, Barcelone, c'est un 500, il fait forfait. À Madrid, bon, c'est Berrettini, je peux comprendre. À Rome, Nishikori, il peut quand même faire un peu mieux. Et à Genève, bon, il perd au troisième set contre Djéré. Donc au final, ça lui fait quand même peu de victoires, peu de confiance. C'est sûr que bon, c'est alors, un joueur qui peut sortir un peu de nulle part à chaque fois, mais bon, c'est quand même, je doute. Franchement, je doute. bah, justement, tu vois, voilà, bah, tu viens de tu viens de donner toi-même la raison pour laquelle on peut en espérer, c'est que justement, sortir de nulle part. Alors bon, c'est toujours un peu compliqué de compter les 250, les ATP 250 ou même 500 dans le bilan de Fognini, tant il n'est pas très connu pour être extrêmement motivé dans ces tournois-là. Mais voilà, non, la défaite très sèche contre Berrettini a été assez décevante, mais sinon le match contre Rhodes, il y a rien, il y a pas de honte à le perdre, mais on va dire que c'est plus dans la manière. Alors on va pas refaire le film de ce tournoi ou de ce match, mais voilà, c'est un match qu'il avait largement l'opportunité de gagner et qui perd en 2-7, voilà, c'est un peu décevant. Mais en tout cas, voilà, énorme point d'interrogation donc sur Dominic Thiem, qui, Ouais, bon. qui a vraiment beaucoup de mal à se remettre de sa fameuse de son titre à l'US Open, de toute façon de son propre aveu, qui est probablement dans la période mentalement la plus difficile de sa carrière. Est-ce que un de ses jardins pourra lui permettre de se remettre à l'endroit? Peut-être, oui, J'espère. sûrement, je pense. Et mention à Kachanov aussi, qui est toujours aussi fluctuant, toujours aussi critiqué, mais qui n'est jamais aussi bon qu'à Roland Garros, qui sont les conditions parfaites pour lui pour s'exprimer, qui est un vrai terrien, hein, Kachanov. Enfin, dit comme ça peut être un peu surprenant, mais son jeu s'adapte extrêmement bien à la terre battue avec le temps dont il a besoin pour armer ses grandes frappes. Et voilà, pareil, lui, il a un tableau assez compliqué, mais du coup, avec des matchs dont il peut sortir gagnant contre un Nishikori avec un physique toujours un petit peu compliqué, enfin, toujours un petit peu incertain sur la distance des 5-7. D'ailleurs, il joue contre qui Nishikori? Parce que là, j'ai le tableau décalé, j'ai le tableau sans les qualifiés sous les yeux là. Et je ne sais pas qui affronte Nishikori au premier tour. Giannessi. Oui, d'accord, donc c'est oui. Donc, a priori, un tour jouable pour Nishikori. Ouais, bon, ça promet un Et bon ensuite, deuxième tour en tout cas. un petit, le 5-7 tout indiqué contre Bautista Agut. Pas terrien de nature. Non, non, vraiment, c'est assez excitant comme partie tableau pour ensuite Ouais, un Zverev que personne n'attend et que moi j'attends et dont oui, c'est on en sûr. reparlera après. Ouais, On reviendra oui, là-dessus oui, après. ouais. Et pour terminer, la dernière partie de tableau où Tsitsipas sûrement sans conteste contre, là, c'est un peu la question. Medvedev qui est tête de série 2, mais bon, on connaît ses petits problèmes sur terre battue. Moi, je verrais bien un petit Christian Garin, je pense, en quart. Contre Tsitsipas, du coup, toi, qu'est-ce que t'en dis? Moi, je pense que, bon, Dimitrov sur terre, on connaît, c'est pas la folie. Je pense que Garin plutôt par défaut, du coup, mais Garin quand même, hein. Tiens, je t'ai pas donné mon pronostic d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup parlé sur la partie de tableau de précédente, mais je t'ai même pas donné mon pronostic. Ouais, vas-y, Et donc, du coup, rapidement. donc allez, on va dire, allez, on va dire Casper Ruud, même si j'aimerais bien Davidovich Fokina qui a un coup à jouer dans ce tableau-là, contre allez, Zverev ou Kachanov. Ok. Plutôt Zverev quand même. Bah, je te Et laisse donc, du coup, parler du dernier quart, du coup. pardon, ouais. Alors, du coup, bah, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur Mackenzie McDonald, c'est pour moi de toute façon, c'est la partie tableau la plus ouverte, hein, de très loin. Il y a seulement Christian Garin qui est tête de série enfin, à part Tsitsipas, bien sûr, dans ce bas de tableau en tête de série
qui semble un terrien armé, et encore, c'est pas le plus solide de tous, en tout cas pas le plus régulier. Isner, même s'il a fait un tournoi de Madrid magnifique, c'est quand même des conditions beaucoup plus lentes à Roland-Garros qu'à Madrid, et ce sera beaucoup plus compliqué pour lui. En plus, sur la distance des 5-7, avec son physique toujours, bah, voilà, qu'il a du mal à tenir sur le long terme. Vraiment, on sent qu'il baisse de régime au fur et à mesure de ses matchs, donc je pense pas qu'il puisse espérer grand-chose. Hem, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Là encore, éventuellement, ça peut être une carte à jouer pour un qualifié. Encore pour passer un ou 2 tours, avec, un Marterer impressionnant en qualif, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, mais un Marterer absolument impressionnant en qualif, qui a explosé, pour Milojevic, on va dire, qui a joué en n'étant pas très concerné. Et ensuite, j'ai un trou de mémoire pour l'adversaire de Marterer en 3e tour de qualification. Mais C'est enfin bref, Krajinovic. non, Ah, en qualif, 3e tour. c'est Meligeni, le Brésilien. Oui, c'est ça, tu as raison. Bon, bah, voilà, Qui l'a aussi j'ai pas vu ce explosé, match, hein, cela dit. voilà, exactement. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu Il y le a eu score, une comme petite destruction. galère au premier tour contre une wildcard française, mais après, c'est bien roulé, hein. Contre Mpetshi Perricard, ouais, Ouais. qui en plus, ça souligne encore plus sa performance. Et voilà, enfin, ça peut être en tout cas l'occasion pour un Marterer de sortir, aller faire un 3e tour contre Tsitsipas, qui a en plus, enfin, qui a déjà bien performé à Roland-Garros, Marterer, qui a déjà fait un 8e, si je dis pas de bêtises, Ouais, il c'est y a ça, quelques il y a années. en 2018, il me semble. C'est ça, voilà. Et ensuite, voilà, pour ensuite, tomber sur Tsitsipas, qui donc a un tableau très, très dégagé aussi. Jérémy Chardy, toujours aussi malchanceux dans ce tirage en Grand Chelem, qui a joué je ne sais combien de fois un top 10 au premier tour de Grand Chelem, qui, bon, voilà, malheureusement, n'a pas beaucoup de choses à espérer contre, je pense, Tsitsipas. Ouais. Et, et donc voilà, donc un petit McDonald's Tsitsipas en quart. Enfin non, peut-être pas en quart non plus, mais voilà. Ça peut être une affiche sympa. Donc Avec ton, Medvedev donc ton avec Medvedev qui pronostic. sortira au premier tour contre le public. D'accord, ok, bon. Donc ton pronostic alors pour le quart, ça dirait quoi alors? Tsitsipas McDonald. D'accord, ok. Bon, c'est ambitieux, McDonald's en quart quand même, hein. Bah, il faut tenter il Ouais, faut se mouiller un peu. Voilà. effectivement. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on vous a fait un bon récapitulatif de ce tableau. On va faire un petit focus maintenant sur les Français. Parce qu'il y a un petit peu danger, comme on a remarqué dans les qualifs, malgré tout cet afflux de Français, aucun n'est sorti des qualifications malheureusement. Et dans le tableau C'était principal, malheureusement, ça va être compliqué c'était aussi. compliqué cette année, hein. Ouais, Bah, en qualif, c'était compliqué cette année. On a eu Evan Furness quand même est passé, enfin, on ne peut plus proche quand même, oui, qui a servi pour le match, à en 3e tour de 40-0 qualification surtout. cet après-midi contre Brooks Bay, qui a mené 40-0 sur son jeu et qui a ensuite fait un match extrêmement serré, 6-4 au 3e après de tie-break. Il en est passé très proche. Quentin Alice aussi est arrivé au 3e tour en battant Robredo et ouais, décidément, j'ai encore un trou. Il bat Robredo et Alice et bon, je vais retrouver ça. Et voilà, et Yannick Madden perd contre Daniel, qui c'est pas très surprenant. Et Daniel qui est très bon en ce moment, mais qui était très favori de ce tableau de qualif. Et voilà, bah, beaucoup de wildcards françaises en qualification qui ont pu un peu s'exprimer. Bah, donc tu parlais de Dempsey Péricard, qui a bien résisté contre Marterer. On a eu Arthur Fils qui, 16 ans, le premier joueur né en 2004 à gagner un match en Grand Chelem, en qualif, mais quand même, qui bat Bernard Tomic. Non, il y a quand même, bah, de toute façon, voilà, il y a eu des années beaucoup plus fournies Ça, c'est en sûr, ouais. qualif, et de toute façon, même dans le tableau principal. Voilà, et des regrets pour Furness, mais qui est quand même une wildcard, hein, qui fait une très grosse perf en battant Koudla au 2e tour de qualif. Enfin voilà, moi je m'attendais à ce qu'il prenne 2 sets aujourd'hui, hein. Il a déjà résisté bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer, enfin de ce qu'on pouvait penser en tout cas. Si, la déception, ce serait Antoine Hoang qui vraiment n'y arrive plus du tout depuis quelques temps. Ouais, alors qu'il Perd était en 2 proche sets du top contre 100 à un contre moment, hein. Blazola, qui était proche du top 100 à un moment et qui vraiment s'est un peu écroulé et qu'on ne voit malheureusement plus beaucoup bien performer. Et sinon, c'était beaucoup de premiers tours très compliqués. Tristan Lamazine aussi, qui faisait éventuellement partie de ceux qui pouvaient un peu tirer leur épingle du jeu, qui joue Ouais. Kovalik, un vrai terrien premier tour. Bon, et du coup, je te propose de parler du tableau principal maintenant, puisque Oui, pardon. on a quand même bon, des Français qui ont eu des tirages pas trop faciles. Bon, certains peuvent passer des tours, mais ça va quand même être compliqué. On commence quand même par Bonzi contre Bagnis, qui est quand même une des meilleures chances françaises pour passer un tour, je pense, quand même dans un match assez équilibré malgré tout, qui pourrait même Bah, pencher vers du pour, côté. pour, 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 pour le, pr-
pour le premier tour, il y en a quand même plusieurs qui s'en sortent bien. Mais bon, après, de toute Oui, façon, malheureusement, comme aucun joueur français n'est véritablement dans la forme de sa vie, c'était de toute façon, quel que soit le tirage, c'était compliqué oui. d'envisager une deuxième semaine. Bon, après, alors, si on en avait un qui était par exemple tombé dans le désert du bas de tableau, pourquoi pas. Mais malheureusement, là, c'est pas le cas. Et enfin, oui, enfin, en tout cas, pour passer les premiers tours, je pense qu'il y en a quand même plusieurs qui peuvent y prétendre, mais Oui, du coup, très je te peu de parlais de candidats, Bonzi malheureusement, Bagnis, au là. troisième ou huitième. Je Ouais, te... Bonzi Ouais. Bagnis. C'est mitigé comme tirage parce que Bonzi, c'est pareil, ça fait partie des meilleurs Français en ce moment, qui a déjà enfin, qui a déjà gagné plusieurs fois des matchs à Roland-Garros, qui battait Medvedev, bon, sur abandon, mais il y a quelques années. Et qui a un premier tour donc très jouable, ça peut vraiment être un gros match contre un terrien toujours un peu dangereux. C'est dommage qu'il joue Rublev au deuxième, enfin, qu'il joue Rublev au deuxième tour, qui peut l'empêcher de voir plus loin, mais ça peut vraiment être Ouais. une belle opportunité pour lui. Et ensuite, Humbert, Berankis. Bon, Humbert qui a quand même, malgré ses problèmes sur terre battue et une forme qui est pas super, il a quand même un bon tirage, là, pour le coup. Berankis, c'est plutôt pas mal pour lui. Ah bah, sur le papier, c'est même 2 tours gratuits, enfin, sans vouloir sous-estimer Berankis, Caruso ou Duckworth, qui sont soit pas des terriens, soit en très grande méforme. Ouais. Après, voilà, après la contre-perf contre Marc Polmans, on sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est une des meilleures chances, évidemment, de passer 2 tours, pas plus, évidemment, parce que ce serait pour jouer Djokovic ensuite. Mais enfin, c'est l'occasion, en tout cas, pour lui d'enfin un peu s'illustrer à Roland-Garros, C'est clair. qui fait partie, enfin, ça fait un peu, même s'il n'est pas à l'aise sur terre battue, voilà, ça fait un peu de tâche quand même Ouais. jusqu'ici dans son parcours. Bon, ensuite, Bourg-Kupfer, pareil, c'est un peu équilibré. Je pense que les deux auront leur chance. En tout cas, c'est un tirage pas mauvais pour Mathias Bourg, en tout cas. Moi, j'ai du mal à voir Mathias Bourg gagnant, quand même. Ouais, mais bon, ça peut le C'est un faire peu quand pas de même. faire. Ouais, bon. Ça pourrait Non, être moi, pire, en celui que tout je cas. sortirais éventuellement du lot, qui est un tableau vraiment intéressant, c'est Corentin Moutet, qui n'est bon, qui n'est pas du tout, qui ne sera pas favori de ces matchs, mais qui a enfin, si tu veux, qui ne va pas jouer une très grosse tête de série dans les 2 premiers tours. Donc, il va jouer Laslo Djere au premier tour, et ensuite le vainqueur du match entre Daniel Evans et Kecmanovic, qui sont 3 joueurs vraiment, enfin, Djere et Evans surtout, qui sont 2 joueurs vraiment dangereux, en tout cas sur terre battue, depuis cette année pour Evans. Et enfin, je pense que voilà, c'est le genre de duel qui peut sublimer un joueur comme Moutet, c'est-à-dire à la fois un joueur mieux classé et contre qui il partirait pas favori, et en même temps, c'est pas un top 10 si tu veux. Et je pense que dans ces conditions de Roland Garros, avec un peu de public retrouvé, avec un peu de tennis retrouvé, même pour Moutet qui a eu quelques bons résultats récemment, voilà, je pense que ça peut faire partie des bonnes surprises françaises, puisque malheureusement, il faut un peu les chercher un peu loin, hélas, cette année. Mais Ouais. voilà, c'est ma petite pièce de bonne chance française, un petit Evans Moutet en 5-7 sur le 14, 9-7 gagné par Moutet au deuxième tour, dans une ambiance de feu. Pour partie de choses que j'ai envie de voir en première semaine. Bon, en tout cas, je te propose de t'arrêter quelques secondes sur Gaston Gasquet. Je pense que Gaston, voilà, Ouais, très beau on duel. sait ce qu'il a fait l'an dernier. Il a fait son petit huitième de finale. Après, il y a eu un petit peu de mal à confirmer par la suite quand même. Bon, il retrouve des couleurs hein, depuis le lancement de la saison sur terre battue. Je pense qu'il sera attendu dans tous les cas. Malheureusement pour lui, c'est un premier tour contre Gasquet qui est quand même plutôt abordable. Mais bon, après, ce sera Rafa au deuxième tour. Donc je pense que le mieux pour lui, ce serait de passer son premier tour et de faire un match correct contre Rafa pour sauver l'honneur en tout cas. Et oui, Gasquet qui est Bah, dans une forme pas super non plus, hein. Il est quand même plutôt sur le déclin, mais ça sera un match ouvert dans tous les mais cas, qui a hein. retrouvé des couleurs, qui a retrouvé des couleurs un peu quand même à Lyon. Oui, c'est ce que je t'ai dit, hein, depuis le début de la saison sur Terre, Ouais, ça va un peu ouais, mieux. pardon, excuse-moi. Enfin, pour parler de Gaston, justement, enfin, on pouvait pas s'attendre après son Roland Garros de l'année dernière, ce qui confirme tout de suite qu'il arrive dans le top 100. Bah, il Mais il a quand aurait même pu, hein, en tout d'assez cas, bons résultats. c'était... Il a quand même eu d'assez bons résultats en Challenger. Bah là, la semaine dernière, il fait une demi-finale en Challenger à Oeiras. Bon, il prend un score assez sec contre Bagnis en demi-finale, mais ça restait une bonne perf. Une finale au Challenger de Rome qui perd contre Pellegrino, avec des bonnes victoires contre Varias et Kokkinakis, qui sont deux joueurs très dangereux. Non, non, moi je pense que dans un match comme ça, sur la distance de 5-7, parce que même si Gasquet retrouve des couleurs, enfin, j'attends de voir qu'est-ce qu'il peut proposer sur 5-7. Voilà, ça peut être un match de prestige contre Nadal au deuxième tour. Enfin, ça peut faire partie des très beaux matchs que le premier tour peut nous offrir, Ouais. ce Gaston Gasquet.
Et voilà, il sera très attendu, évidemment, trop attendu, comme tous les Français qui font de bonnes performances ici et là. J'espère que ça lui pèsera pas trop sur les épaules. J'espère qu'il arrivera à retrouver son jeu de génie qui lui avait permis de battre Wawrinka et de passer très proche face à Dominic Thiem l'année dernière. Bon, en tout cas, pour... Mais pourquoi pas. ouais. On va finir rapidement sur certains matchs. Je te propose de parler très rapidement de Tsonga Nishoka. Qu'est-ce que tu peux espérer de Tsonga, toi? Moi, je pense quand même qu'il peut gagner son match. Après, c'est Rien. sûr que tu penses vraiment. Bah, Nishoka, c'est quand même pas non plus le cador sur Terre, quoi. Surtout à Roland. C'est quand même un bon joueur. C'est un peu triste, enfin, c'est assez triste, malheureusement, comme constat qu'on peut faire sur Tsonga aujourd'hui. Oui, c'est Il y sûr que arrive, malheureusement, c'est la fin, hein. ça suit plus, quoi. Ça ne suit plus, effectivement, ouais. J'y crois pas une seconde. Ok. Enfin, j'aimerais beaucoup qu'il ait un petit barou d'honneur à Roland-Garros, Ouais. probablement son dernier, mais non, honnêtement, j'y crois pas du tout. Ensuite, bon, Herbert Sinner, toi, tu as dit peut-être une surprise d'Herbert. Bon, moi, perso, j'y crois pas du tout, mais bon, après, pourquoi pas. Et. Lui et Moutet, Ouais, c'est les surprises qu'on peut avoir. ok. Et ensuite, Père Ruud, bon. Ouais, vas-y, C'est dommage rapidement. parce que Père avait retrouvé la motivation Ouais. et un peu le physique même. Il est vraiment, enfin, Oui, c'est vrai on a que vu des choses encourageantes de Benoît Paire. s'il avait pu se rattraper en plus avec son image auprès du public français, ça aurait pu être à Roland, mais malheureusement le tirage on a fait différemment, hein. Le tirage a pas été sympa et malheureusement, ça va être très juste, hein. Ouais, Et oui et non, juste pour très rapidement sur Sinner Herbert. Sinner a déjà fait ses preuves à Roland-Garros. Il a fait un quart de finale l'année dernière. Mais voilà, Herbert, c'est un coupeur de tête. C'est pas quelqu'un qu'on va attendre en deuxième semaine. C'est pas quelqu'un qu'on va attendre quand il sera favori, forcément. C'est un coupeur de tête. Et dans un match comme ça contre Sinner qui peut parfois quand même encore montrer de toute façon, c'est normal qu'il soit encore un peu tendre dans certains contextes. Il est incroyablement jeune. C'était presque un bon tirage pour Herbert. Il partira très largement outsider, évidemment. Mais je crois à la perf d'Herbert, moi, contre un Sinner qui peut être dérouté justement par. Enfin, Herbert, bah, c'est un peu comme Lajovic, c'est-à-dire que ça peut varier tellement du tout au tout son niveau de jeu d'un match à l'autre, ouais. que voilà, je pense qu'un Herbert dans un bon jour peut vraiment dérouter et largement embêter Sinner Bon. dans voilà, un autre 5-7 du cours 14 en première semaine qu'on rêve de voir. Bon, je propose de passer aux favoris, on va un peu accélérer là. Bon, évidemment, Djokovic, Nadal, c'est certain, et toi tu évoques Nadal, Tsitsipas aussi. Djokovic. Oui, Nadal, Nadal, Djokovic. Djokovic, si j'ai dit autre chose, pardon. Pas Djokovic, Nadal. Bah, t'as dit Djokovic, Nadal, mais D'accord. ce sera Nadal, Djokovic. Oui, dans l'ordre, oui, Quand même, d'accord. Et moi bien j'ai les deux sûr. là, et toi tu as rajouté Tsitsipas. Donc rapidement, si tu pouvais dire Je, pourquoi je mets, je, Tsitsipas en mets, je, mets, plus. je mets Tsitsipas sur le même plan que Djokovic. Déjà pour les raisons un peu que je t'ai expliqué tout à l'heure par rapport à son tableau, par rapport au fait que Ouais, évidemment, oui. C'est vrai qu'il a un tableau plus le vraiment défi, plus. plus, plus le défi est grand et plus c'est difficile, mais plus il se sublime. Et aussi parce que de toute façon, voilà, c'est très large. Enfin, c'est le troisième meilleur joueur du monde sur terre battue en 2021. C'est le Après, moi, j'ai envie vainqueur de d'évoquer un peu Monte-Carlo. j'ai envie d'évoquer un peu un autre point, c'est le fait que la Next Gen n'arrive pas à gagner un grand chelem pour l'instant. Faut vraiment faire la différence entre un mec qui a le niveau et la façon dont ils ont du mal à s'adapter dans les grands chelems. On voit que seul team a gagné un grand chelem, mais bon, on peut voir de la manière dont ça s'est passé avec Djokovic qui s'est fait éliminer bêtement. Autrement, pour moi, il y a ce cap en Oui, grand le chelem team, qui c'est pas n'est la pas next gen. franchi Mais encore, et je pense il sera encore pas franchi sur ce grand chelem. Je pense qu'il faut prendre vraiment ça en oui, considération aussi. et puis team a 27 ans. Mais, non, bah, je suis pas en train de te dire que Nadal va perdre, hein. Moi, je mets Nadal largement favori. Évidemment que si je dois donner un vainqueur, je te donne Nadal. Mais, euh, mais Tsitsipas, il est vraiment pas fait du même bois que les autres. Je pense qu'il le prouve de semaine en semaine et que il a vraiment mis derrière lui sa saison 2020 très décevante, où il avait eu un peu le syndrome Masters, où après avoir gagné le Masters de fin d'année, il a eu beaucoup de mal à rebondir. Je pense que ça, c'est vraiment derrière lui et qu'il est, Ouais, les contre-perfs dans les gros tournois, il en a vraiment plus beaucoup. Alors, il a une défaite contre Rude, mais c'est pareil, voilà, Rude, c'est pas le premier venu, et puis il y avait un peu de fatigue aussi. Je pense que voilà, il attend. C'est l'occasion pour lui,
enfin je pense qu'il voilà, il attend vraiment ce déclic en Grand Chelem, cette occasion de montrer qu'il fait vraiment partie des tout meilleurs et je pense qu'il va rouler sur son quart de tableau et qu'il peut arriver extrêmement dangereux, extrêmement frais, dans le dernier carré. C'est encore enfin, le tennis de toute façon, ça fait longtemps qu'il montre qu'il l'a. Alors évidemment, il progresse encore, mais je pense que le déclic, il est encore plus mental chez Tsitsipas et qui peut lui permettre de prétendre au pourquoi pas un titre, Ok, mais ouais. Bon, il y a quand écoute, même moi un sacré épouvantail, je pense dans que de l'autre côté. dans les années suivantes, ça c'est certain, mais je pense que cette année ce sera toujours un peu court. C'est pour ça que je le place pas dans mes favoris, même si je serais pas assez surpris de le Ah bah, moi voir je vais au mettre bout, je mais mets bon, favori, j'ai quand même du oui, mal. Du coup, voilà, on a fait je les le mets favoris. favori pour être finaliste Oui, dans sa moitié de tableau. OK. du coup, je te propose de parler de nos Et outsiders. ensuite, Tu en as placé trois, j'en ai mis un seul. Moi, j'ai Zverev, toi tu as Zverev, Ruud et Fonini. Bon, Fonini, tu as un peu expliqué pourquoi, je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Et puis Casper Ruud, voilà, je pense que évidemment ce sera un peu comme Puig Cuevas à l'époque, vraiment le joueur très dangereux sur terre, vraiment chiant à jouer et qui peut aller loin, mais bon. Pour moi, le vrai bah, outsider, ce sera Zverev en tout cas. alors, bah, du coup, les 3 adversaires que je t'ai donnés sont un peu ils sont tous dans le même quart de tableau, donc c'est pas génial. Ouais. Mais en fait, j quand on prend un peu, si tu veux, toutes les têtes de série, parce qu'on a pas parlé de Gaël Monfils aussi, mais il y a tellement de choses à dire sur ce tableau et sur tous les joueurs. C'est, il gagne en régularité quand même, hein, Zverev. Et en tout cas, en Grand Chelem, de plus en plus, c'est presque enfin devenu une valeur sûre en première semaine de Grand Chelem. Oui, en Grand Chelem, il y a quand même de l'amélioration, c'est sûr qu'on prend le bon chemin en ce moment, c'est vrai. Exactement. Et du coup, évidemment, derrière les favoris, alors, possible, même si improbable, faux pas de Tsitsipas ou autre. Même si Madrid est plus rapide, il a quand même il gagne en il gagne en consistance et je saurais même pas comment t'expliquer ça, mais c'est, Bah, c'est sûr que oui, il est de je mieux te en mieux laisse en Grand argumenter Chelem et il est de sur plus en Zverev. plus dangereux. Et puis même sur terre battue, il a quand même beaucoup de résultats. Il a quand même des titres de Masters 1000 et oui, je pense qu'il sera très dangereux. Et puis comme on a dit, il est dans une partie basse qui est quand même peu habitée, donc c'est sûr que ça peut faire son effet aussi, comme on l'a dit pour Mais Tsitsipas. il a l'air de s'être un peu libéré. Bah, alors après, il fait partie basse, mais quand même le 3e quart qui est beaucoup moins désert que le 4e quand même, Oui, puisque oui, il a team, c'est sûr, mais une fois qu'il a Cueva, passé team, il a Thiem, il a Bautista, il a Khachanov, il a oui, mais bon, Fognini, après enfin c'est bref. des joueurs que normalement il bat hein, dans tous les cas. Puis de toute façon, si on veut gagner un grand chelem, au bout d'un moment, il faut les Bien affronter quand sûr, même, hein. bien sûr, voilà. Zverev ne gagnera pas Roland-Garros a priori, hein, A mais priori, mais bon. a priori. Si on les met dans les outsiders, c'est qu'il y a quand même une Si on petite. les met en outsider, pour le coup, c'est voilà, les 3 enfin, Ruud et Zverev sont en tout cas plus armés et avec la meilleure dynamique pour, aller titiller les autres derrière les 3 principaux et Ouais. Fognini pour la surprise, parce Ouais, que par contre, Fonini, je te suis pas du tout, mais bon, pourquoi pas. non, mais en fait, je pense que c'est même, une question de tableau aussi. Ouais, mais bon. Tu vois? C'est, un il monte en puissance Fognini en général, hein. Plus il voit qu'il peut avoir une carte à jouer ou enfin en tout cas dans les grands tournois et un adversaire de prestigieux, plus il va bien jouer. Ouais. Bon, écoute, On même réponse dans quelques jours, hein, mais bon, voilà. Du coup, je te propose de conclure réponse dans là-dessus. quelques jours. Euh, voilà, si, étant donné que ce grand chelem est proche de chez nous pour la plupart, voilà, moi perso, je serai au premier tour dimanche, lundi, mardi. Carlito, je sais que tu y vas aussi un petit peu. Ouais, Euh, j'y vais à cheval un peu sur le 1er et le 2e tour. voilà, donc si jamais vous avez envie qu'on se rencontre, vous pouvez m'envoyer un message, que ce soit sur Tennis Temple, dans les commentaires, enfin bref. Du coup, n'hésitez pas à y aller si vous en avez l'occasion, franchement, c'est cool, même malgré le Covid, faut profiter qu'on puisse un peu retourner sur les cours. Et donc, voilà, je vais peut-être essayer pour la chaîne YouTube de prendre Et aller des... donner de la voix. Ouais, ouais. Et je vais essayer peut-être pour la chaîne YouTube de prendre des petites vidéos là-bas, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire encore. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais réfléchir et bon, de toute façon, vous verrez bien ce qui se passera. Ça pourrait être sympa de faire un petit truc si je peux être en physique là-bas, autant faire quelque chose, quoi. Je Faire un verrai petit bien. live.
Un peu, ouais, un live, on n'a même pas le droit, hein, d'ailleurs. C'est un coup à finir en Ouais, c'est prison, vrai. ça. Non, t'as pas le droit, c'est à cause des images et tout ça, tu peux pas. Ah oui, oui, Ouais, ça fait sens, remarque. ouais, on peut pas faire comme on veut non plus, malheureusement. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, et puis on se retrouve pour une vidéo sur Roland aussi qui arrivera, je sais pas trop, est-ce qu'on fera un petit récap à la mi-tournoi ou à la fin, je sais pas, de toute façon, vous serez informés dans tous les cas. Du coup, Carlito, merci beaucoup, et puis bah, je te dis à une prochaine vidéo. Et bah, avec plaisir et à bientôt. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!